Salut à toi, moi c'est Javier Amara. Aujourd'hui, on va faire une démonstration, une application du modèle MVC ou encore le modèle BMS, c'est-à-dire Business Model à base du template Canvas. J'ai essayé de regrouper quelques informations dans 5 niveaux du modèle. Le modèle est composé de 1 jusqu'à 9 niveaux. 5 niveaux représentent un socle à répondre. Chaque niveau mérite une réflexion afin d'avoir un système solide qui respecte les principes de fonctionnement du modèle BMS ou encore le business model Canvas. L'avantage de ce modèle pour moi, c'est de voir la viabilité de son activité ou encore dans quel contexte le système est opérationnel, à quel niveau on peut trouver des améliorations à faire. C'est un modèle que j'ai appris suite à des lectures techniques, des gestions de projets et de comment mener des projets entrepreneuriaux. Sans tarder, bon, comme présentation, moi je suis ingénieur de formation. Voilà, mais en parallèle, j'effectue aussi des explorations dans d'autres domaines techniques. Voilà, ingénieur précisément, ingénieur en informatique. Sans tarder, on va passer au diapositif et à chaque niveau, on va élaborer des petites explications et les informations qui peuvent être utilisées dans tout le long du modèle. Sur la première page, comme tu vois ici, on a les modèles, il y a une partie qu'on appelle les segments des marchés, c'est-à-dire quel type de personnes, quel type d'entité, l'activité ou encore les services va répondre aux problèmes, c'est-à-dire les besoins de quel profil utilisateur que la solution va répondre. Pour cela, je fais un petit tableau. Voilà, comme tu peux la voir. Attends, je continue un tout petit peu dans les diapositives. Voilà, donc on va commencer par les premiers niveaux, c'est-à-dire les segments des clients, qui correspond à la ligne 4 de mon tableau. À ce niveau, on a besoin de connaître les profils des clients et quels problèmes les profils A, c'est-à-dire l'avatar client A, et quel problème on va résoudre. C'est quel type de personne, c'est une entreprise, un B2B, c'est un particulier. Si c'est un particulier, c'est un homme, c'est une femme. La place du comportement et les informations démographiques seront vraiment utiles pour répondre aux questions à ce niveau et qui vont aider à identifier les besoins et ensuite les profils de la personne et de l'entité qu'on va traiter. Dans l'exemple, bon, tout est dit, bon, vu que je suis dans l'informatique, j'ai pris les secteurs comme une application de gestion des temps. Ouais, c'est pas une société, mais c'est même pas une activité opérationnelle, mais c'est juste un exemple d'illustration. Les segments, par exemple, les commerciaux qui sont en freelance, qui ont besoin de suivre leurs tâches quotidiennes, être disciplinés dans la gestion de leur programme tout au long de la journée, du mois. Et ensuite, des ingénieurs qui sont en freelance, c'est-à-dire des ingénieurs développeurs ou peu importe les profils opérationnels, qui ont besoin de suivre leurs activités et de rester dans le cœur de leur métier, de ne pas être distrait ou encore, bon, le mot distrait n'est pas vraiment approprié, mais de rester focus sur les 80% des actions ou encore les 20% des actions les plus fondamentales, qui ont le plus de valeur, ou qui auront besoin d'un outil de gestion des tâches. Par exemple, les e-commerçants aussi qui ont besoin d'être restés dans le cœur de leur métier pour répondre aux attentes de leurs clients ou encore le respect de leur engagement.
Donc, pour faire un bilan de cette étape des travaux qui sont à réaliser dans les segments de marché, en fait, j'y réponds les besoins de qui, quel type de besoins j'y réponds, c'est quoi les profils de la personne ou de l'entité. Voilà, ça c'est en grosso modo les informations qui sont manipulées au sein de cette caractéristique du modèle MVC. Le deuxième, sous-socle ou encore le deuxième contexte qui est utilisé dans le développement, dans la mise en place ou encore dans le développement des business models Canvas, c'est la proposition des valeurs. La proposition des valeurs, je continue encore un peu. Alors, et de son côté, la proposition des valeurs, pas les caractéristiques du produit ou de la solution ou du service, mais en fait l'avantage, les résultats nets que les services va proposer et l'identification des points de valeur. Comment est-ce que les retours sur investissement est effectué? Est-ce que c'est un service? Est-ce que c'est un produit? Est-ce que c'est un abonnement? Qu'est-ce qui vous différencie des autres produits dans ces segments de marché? Un segment de marché, vous n'êtes pas la seule personne qui va résoudre ces besoins-là. Il y a d'autres solutions, il y a un éventail d'outils qui vont venir traiter. Dans notre cas, si on prend la gestion des tâches, il y a d'autres outils qui sont déjà positionnés sur ces segments-là. Et qu'est-ce qui vous différencie de tous ces outils-là? C'est quoi l'avantage de votre produit par rapport aux concurrents ou encore par rapport aux outils déjà sur le marché. Par exemple, dans notre cas, j'ai pris la productivité, suivi personnalisé, c'est-à-dire que voilà, à la fin, tu as une vision, j'ai avancé sur tes tâches, donc une tâche est avancée, donc il y a derrière une opportunité qui a été dégagée, voilà, ou encore il y a un avancement dans le traitement d'un projet. En troisième position, on a les canaux de communication. Les canaux de communication, c'est comment est-ce que, quels sont les mécanismes que tu vas utiliser en fait pour rentrer en contact avec tes collaborateurs, encore tes partenaires ou encore le segment que tu as défini. Donc ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être des médias publics, ça dépend du profil que tu vas utiliser ou encore de la prestation au sein d'un influenceur ou encore quelqu'un qui a une audience, donc avec des affiliations et tout ce qui va avec. En gros, ce socle identifie l'ensemble des mécanismes, des stratégies que tu vas développer pour rester en contact avec ton client, parce que les clients, c'est les boss. Bon, dans notre modèle d'exemple, on a les canaux comme LinkedIn. Parce que, LinkedIn, pourquoi? Parce que les segments des clients qu'on a choisis, c'est les freelance closers, les PME, les e-commerçants. Donc, LinkedIn, c'est une bonne entrée pour aller en contact direct avec des décideurs, avec les freelance lui-même, encore avec des patrons de PME. Alors, ça, c'est les blogs, les CEO, c'est la création de contenu autour de l'identité du segment, l'identité du produit. Instagram et TikTok, c'est d'aller fidéliser les clients qui utilisent le logiciel au quotidien en mettant des tutos, en mettant ses avantages avec des graphes. Donc, bref, c'est toutes les stratégies de la communication qu'il faut élaborer pour être auprès des clients dans les segments, qui est dans notre cas les freelances, les PME et les e-commerçants. Alors, après les canaux, il y a les relations avec les clients. Les relations avec les clients, c'est comment tu vas maintenir une relation de confiance
avec les clients du segment que tu as identifié depuis la base du modèle. Donc, ça peut être une communauté, ça peut être des événements annuels, ça peut être des forums ou des tutos d'usage que tu vas mettre dans les canaux, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, tous les personal branding autour du projet ou encore autour de la solution. Ensuite, donc, comme tu as pu le voir, il y a une forte dépendance entre les canaux et les relations clients. Donc, ça peut être des commentaires, des collectes, des feedbacks pour améliorer encore la solution ou encore d'adopter aux nouveaux besoins au sein du segment client. Voilà. Donc, ensuite, si on continue vers les sixièmes socles à développer, les sixièmes socles à développer ici, c'est les ressources clés. Les ressources clés, l'activité est opérationnelle, ce qui veut dire qu'on met les moyens, on met à disposition des ressources. Et ces ressources-là, ils sont exploitées, gérées, optimisées pour répondre aux besoins. Les ressources clés, ça peut être les compétences pour l'exécution de l'activité, les process internes, les procédures pour optimiser les tâches et surtout les solutions infrastructures et équipements, c'est-à-dire ça peut être des solutions logicielles, des outils, des CRM, ça peut être tout l'aspect outillage matériel et immatériel qui est déployé pour la bonne exécution et l'optimisation de l'activité. Donc, dans notre cas, en fait, vu que c'est un logiciel de développement, c'est un logiciel de gestion des tâches, les ressources clés, c'est l'environnement de développement, c'est-à-dire les outils de développement pour l'efficacité des aspects RD, recherche et développement. Donc, voilà, tu as vu l'ingénierie, l'expertise en ingénierie logicielle, tu as les JDI et tout. Un bureau, un environnement propice aussi, c'est un environnement où lorsqu'on rentre, on sent qu'il y aura de la productivité, on sent qu'il y aura de l'énergie pour répondre aux besoins. Donc ça, c'est les ressources clés que tu veux déployer. Mais bon, dans notre cas, en fait, si c'est un développement un logiciel de gestion des tâches, pardon, donc les ressources clés, c'est vraiment la compétence, quoi. C'est vraiment la compétence, un ensemble de players pour répondre aux besoins. Si on continue un peu, après les ressources clés, il y a encore, voilà, bon, ça c'est le système de coût. Après les ressources clés, il y a les systèmes de coût. Les systèmes de coût, en fait, c'est d'identifier l'ensemble de coûts, qu'ils soient minimes ou majeurs, qui sont à prendre en compte dans les développements, dans la mise en place des services. Bon, dans notre cas, en fait, si on prend l'exemple des logiciels de gestion des tâches, donc l'Internet, la majorité les canaux principaux avec les clients, c'est l'Internet, parce qu'on ne fournit pas des produits, mais c'est un service, en front, quoi. C'est-à-dire tout est fait au niveau des clients, mais on répond quand même à un problème. Donc, le système de coûts, c'est tout une liste et un budgétage de tous les coûts, qu'ils soient fixes ou variables, qu'on doit mettre en place afin de pouvoir faire des programmes des prix, des stratégies des prix, comment faire des bénéfices, comment gérer tous ces coûts et à la fin d'avoir un chiffre d'affaires et une marge sur tout ça, là. Donc ça, c'est un côté qui peut être ultra technique, parce qui peut prendre énormément de... D'ailleurs, tout l'aspect du modèle BMS, moi je pense que tout l'aspect technique, ça dépend de la personne qui gère. Ça dépend aussi de son expérience, de son expertise, voilà. Ensuite, je continue. Voilà, les activités clés.
Les activités clés, en fait, les activités clés, il y a une forte relation entre les activités clés et les ressources clés. Les activités clés, c'est une manipulation optimisée des ressources clés et pour répondre ensuite, développer un cœur de métier, c'est-à-dire un cœur opérationnel qui résout les problèmes. Pour notre cas, un logiciel de gestion des tâches, l'activité clé, évidemment, c'est la recherche et le développement du logiciel, le maintien des supports et la maintenance de la solution. Et surtout, il faut animer la relation client et les canaux avec une création de contenu. Pourquoi une création de contenu? Parce que peut-être que le marché est dur, peut-être que d'un côté, euh, tout tout le monde a ses problèmes, tous les segments, c'est-à-dire les closures, les PME, les e-commerçants, ils ont ces problèmes-là. Mais en fait, si tu montres pas que tu as une solution, il n'y a personne qui saura que vraiment, ouais, le problème est déjà traité, mais sauf on n'est pas informé par rapport à la situation. Voilà. Donc, ensuite, après les activités clés, il y a les partenaires clés. Les partenaires clés, c'est quelle ressource ne m'appartient pas, qui est gérée, dont j'ai payé pour l'avoir. C'est comme ça que moi je vois la représentation. Dans notre cas, en fait, les partenaires clés, si le logiciel n'est pas hébergé dans un data center interne, si le logiciel est chez un fournisseur cloud, donc effectivement, l'hébergeur est devenu un partenaire clé de la réalisation, de l'exécution du projet en question. Ensuite, si la création de contenu est assurée par un prestataire externe, ou bien si c'est toi-même tu ne le fais pas, donc d'ici à ce niveau, c'est devenu un partenariat clé à développer avec quelqu'un qui le fera, parce que vu on l'a identifié comme une activité clé à maintenir, donc il faut un partenaire clé ou une compétence interne qui exploitera cet aspect-là. Après, on a parlé aussi des infra, c'est-à-dire des bureaux productifs dans le développement des logiciels. Donc, effectivement, on aura besoin, si on n'est pas propriétaire, d'avoir un local aménagé qui reste minimal et qui répond aux besoins de la productivité. Voilà, donc ça, ce sont les éléments que tu peux identifier dans les partenaires clés, surtout dans ces cas de configuration. Ça pouvait être ultra varié si c'était l'exemple qu'on avait pris, c'était un site e-commerce. Donc les partenaires clés, évidemment, c'est soit comment dire, les noms, soit Amazon, soit les Shopify. Donc parce que c'est généralement et qui fournissent les services pour le développement de la mise en place d'un site e-commerce et la gestion de toute la facturation et autres. Après, toutes ces informations, c'est pour avoir quoi? C'est pour avoir une viabilité financière sur l'activité en question qui est le développement d'un logiciel de gestion des tâches. La viabilité financière tourne dans notre cas de figure. Supposons que les charges qu'on identifie dans les systèmes de coûts, c'est 2500 euros. Bon, bref, c'est une application fictive. Donc, 2500 euros et qu'on a un chiffre d'affaires mensuel qui est estimé à faire 12 000 euros. Et comment on va faire ça? Donc, c'est le système de coût qui va te permettre de faire cela avec des optimisations des ressources clés. Donc c'est tout un système à élaborer autour. Mais les paramètres d'entrée pour la viabilité, c'est la gestion des charges, les bénéfices, les chiffres d'affaires estimés, la gestion des budgets et surtout les chiffres d'affaires réalisés, c'est-à-dire réels. Est-ce qu'on a une viabilité normale? Est-ce qu'on a un système prolifique? Est-ce qu'on est en rouge? Est-ce qu'on est proche de la fermeture? Alors, c'était tout ce que j'avais à te partager dans ces modèles de développement d'affaires, des modèles d'affaires qui sont couramment utilisés dans la mise en place d'une solution. Pour la réparation
de César des modèles, celui qui est l'accompagnateur aura deux postures, deux postures, soit un réparateur, c'est-à-dire qu'il va venir voir. Il y a un niveau dans ton... Ouais, ça, on vient de le parler, pardon, je l'avais pas, j'avais oublié de fixer le diapo. Voilà, donc ce sont les indicateurs de suivi que tu vas récupérer à chaque niveau, qui vont te permettre d'avoir une vision de la santé de l'activité en question. Voilà, et pour revenir au point, pour réparer un modèle d'affaires, il y a deux postures. La première posture, c'est celui qui va venir jouer le rôle des réparateurs, c'est-à-dire il va prendre un sous-bloc. Supposons que ce sont des problèmes qui ont été identifiés dans les activités clés. Donc, les réparateurs, il va élaborer un plan en analysant les données qui lui ont été fournies. Et bien sûr, ces plans-là vont permettre de résoudre ou encore de réparer ce qui ne va pas. Il y a encore une autre posture qui est le facilitateur. Lui, il va venir et remettre en problématique tous les modèles. C'est-à-dire, est-ce que les produits, les problèmes ne viennent pas du segment, est-ce que ce n'est pas les canaux, est-ce qu'il faut changer quelque chose depuis au niveau des segments de clients, parce que peut-être qu'on a proposé la solution à quelqu'un qui n'en a pas besoin, ou encore peut-être que tous les modèles ne répondent vraiment pas à un besoin, l'étude des marchés a eu des problèmes quelque part. Voilà, donc, mais en tout cas, c'est un bon point d'entrée pour le développement d'une activité. Bon, moi, je l'ai appris, comment je l'ai appris suite à des lectures sur la gestion de projet, sur l'entrepreneuriat et tout ça. Je te dis à très bientôt pour une autre vidéo technique qui rentre beaucoup plus en profondeur dans la gestion ou dans l'informatique de manière plus globale. Salut, à très bientôt.